Bonjour et bienvenue dans l'actualité du ciel étoilé du mois de juillet. Regardons tout d'abord la position des planètes visibles à l'œil nu ce mois-ci. La Terre tournant, je vous le rappelle, dans ce sens, nous pourrons essayer d'observer juste après le coucher du Soleil les planètes Mercure et Vénus dans des conditions à peu près optimales, puis Jupiter, et enfin le binôme Mars et Saturne aux alentours de 22 heures. En changeant de point de vue, nous pouvons voir que les deux planètes sont toujours placées en direction de la constellation du Scorpion, et cela va durer encore quelques mois. Voyons maintenant plus en détail quelques observations marquantes de ce mois de juillet. Le 8 et 9 juillet, vers 22 heures, vous pourrez profiter à l'ouest des derniers rapprochements intéressants entre Jupiter et la Lune. Le déplacement des planètes dans le système solaire fait que Jupiter va se retrouver de plus en plus proche de la position du Soleil dans le ciel. Dans les mois à venir, il sera de plus en plus délicat de l'observer correctement. Attention, il s'agit d'une position apparente. Jupiter se trouve en effet à plus de 800 millions de kilomètres du Soleil et à un peu moins de 900 millions de kilomètres de la Terre, et s'éloigne de nous d'environ 1000 km par minute. La Lune, quant à elle, se situe à environ 400 000 km. Vous pourrez encore observer l'étoile Régulus, qui, elle, est à 80 années-lumière dans la constellation du Lion. Le 14 juillet, vers 22 heures, juste avant de voir de beaux feux d'artifice, profitez de votre sortie pour observer au sud la Lune, Mars et Saturne. Cette configuration est encore valable le lendemain, à la même heure, ainsi que le 16 juillet. Cela fait quelques mois que je vous propose d'observer ce trio, et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais on peut voir mois après mois le déplacement des planètes par rapport aux étoiles qui, elles, semblent fixes. Pour bien s'en rendre compte, j'ai indiqué la position de Mars une fois par mois, entre le mois de janvier et le mois de septembre. Regardez comment la planète Mars se déplace dans un sens, puis dans l'autre, et enfin repart dans l'autre direction. Nos ancêtres l'avaient déjà remarqué. Dans l'Antiquité, les Grecs leur avaient donné le nom de planetes asteres, qui signifie astre en mouvement ou astre errant. Nous n'avons gardé que le terme de planetes, qui signifie donc vagabond. Ce mot est bien approprié lorsque vous regardez le mouvement de Mars, qui effectue en ce moment un virage serré dans le ciel. Ce mouvement apparent, qui s'effectue en sens inverse, s'appelle une rétrogradation. Je vous expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo. Je vous propose enfin une dernière observation à faire le 16 juillet. Il s'agit d'un rapprochement très serré entre Vénus et Mercure. Attendez que le Soleil se couche et regardez à l'ouest-nord-ouest à 21h30. Ne tardez pas trop car vous n'aurez qu'un quart d'heure pour admirer le spectacle. Pour bien comprendre cette configuration insolite, regardons cela d'un peu plus loin. La Terre tournant dans ce sens, on voit bien que le Soleil se couche d'abord pour laisser apparaître, pendant un bref moment, les deux planètes qui sont quasiment alignées avec nous. Revenons sur le plancher des vaches. Pour réaliser que tout cela va se passer au niveau de l'horizon, il faut donc une zone bien dégagée et des conditions climatiques favorables, c'est-à-dire pas de nuages et surtout pas trop de perturbations atmosphériques. Ce mois-ci, je profite du rapprochement depuis quelques mois de la planète Mars pour vous proposer une rapide description de la planète et de vous commenter quelques images qui proviennent de la NASA, l'agence spatiale américaine. Comme vous le savez certainement, Mars est la 4e planète du système solaire en partant du Soleil. C'est une planète tellurique, c'est-à-dire qu'elle est faite essentiellement de roches. Elle possède 2 satellites naturels. Phobos, qui orbite à moins de 6000 km d'altitude, mesure une vingtaine de kilomètres. Il est sombre, criblé de cratères d'impact, et strié. L'image que vous voyez est de très bonne qualité puisque le plus petit détail mesure seulement 20 mètres. Le second satellite est Deimos, qui est un peu plus éloigné et surtout plus petit, avec une surface lisse grâce à de la poussière d'impact qui a comblé de nombreux cratères. Tous deux sont de tout petits satellites, mais la planète n'est pas grande non plus. Son diamètre est d'environ 7000 km contre 12 700 pour la Terre. Elle est presque 10 fois moins massive que notre planète, ce qui fait que sa gravité, c'est-à-dire la force d'attraction de la planète, est presque 3 fois moins élevée. En clair, un enfant avec une masse de 30 kg
continuera bien entendu à faire 30 kg sur Mars, mais la force avec laquelle la gravité de la planète attirera son corps sera 3 fois plus faible. Cette force s'appelle le poids, et on l'exprime en newton. Pour vous donner tout de même une idée, cet enfant de 30 kg aurait l'impression de peser légèrement plus de 10 kg, et un adulte de 80 kg aurait l'impression d'en faire plus que 30. C'est pas mal, non? Autre donnée sur Mars, la planète a un axe de rotation incliné qui est presque identique à celui de la Terre. La planète connaît donc des saisons, mais 2 fois plus longues que sur Terre, car Mars met 687 jours pour faire une révolution, c'est-à-dire le mouvement que fait un astre autour du Soleil. Autre ressemblance, un jour solaire martien dure 24 heures et 39 minutes. Même si certains éléments se ressemblent, la situation est quand même très différente, car Mars est situé à environ 230 millions de kilomètres du Soleil. Et pour rien arranger, elle ne possède pas une atmosphère suffisante pour garder le peu d'énergie solaire qu'elle reçoit. Il fait donc froid. La température moyenne est d'environ moins 60 degrés. Mais les températures oscillent entre moins 140 et plus 20 degrés. Oui, vous avez bien entendu, c'est une température positive. Alors les plus jeunes d'entre vous, vous vous dites « mais c'est formidable Mars ! On paraît plus léger, il y a des saisons, la journée dure presque 24 heures et il peut faire 20 degrés en été à l'équateur. Mais c'est génial !» Sauf qu'il y a 3 éléments que vous n'allez pas bien aimer. Le premier, c'est que les rayons ultraviolets, qui sont très puissants et la cause de sacrés coups de soleil, ne sont quasiment pas filtrés et il y aurait un sérieux danger à rester au soleil. Deuxième problème, c'est que l'air y est tout simplement irrespirable. Et oui, puisqu'il est composé presque en totalité de dioxyde de carbone, que l'on appelle parfois gaz carbonique. On le retrouve notamment dans les bulles d'eau gazeuse. Mais ça, c'est pas le pire. Avant de vous rendre compte que ce n'est pas respirable, vous allez avoir un autre effet dû à une très faible pression atmosphérique. C'est-à-dire que les gaz qui constituent l'atmosphère exercent une pression sur votre corps, sauf qu'ici, la pression est 150 fois moins forte que sur Terre. Sans rentrer dans les détails, votre corps ne le supportera pas. C'est pour cela que les astronautes porteront, quoi qu'il arrive, une combinaison adaptée à l'environnement martien. Maintenant, nous allons voir à quoi ressemble la planète Mars. Déjà, ce que l'on remarque, c'est sa couleur. On la nomme souvent la planète rouge, d'ailleurs son nom vient du dieu de la guerre dans la mythologie romaine. Sa couleur est en fait plutôt marron-orangé. Elle est causée par la présence d'oxyde de fer, c'est-à-dire le résultat d'une combinaison entre l'oxygène et le fer. Ça donne une couleur rouillée, comme on le voit sur l'image. Vous remarquerez que le ciel martien est lui aussi très chargé en oxyde de fer. Puisque j'en suis à vous montrer des images prises par des engins de la NASA, un petit mot là-dessus. Ne soyez pas étonnés de me voir utiliser ce type d'image. J'aurais pu effectivement faire le dessin, mais je suis convaincu qu'utiliser des images numériques est tout à fait complémentaire à ce que je vous propose à partir d'un tableau et de craies. L'intérêt ici, c'est de voir de la manière la plus réaliste possible toute la complexité et la beauté du monde. Donc si vous êtes curieux, eh bien suivez-moi, continuons ensemble la visite. Bien, cette image a été prise en 2006 par le rover Opportunity. Il s'agit d'un véhicule qui est arrivé sur Mars en 2004. Vous pouvez voir le cratère Victoria qui a un diamètre de 800 mètres. Le cratère est délimité par un talus d'environ 15 mètres de haut. Au centre, protégé du vent, on distingue le sable qui s'est accumulé et a commencé à former de petites dunes. Alors que le rover se baladait près du cratère, le puissant satellite artificiel MRO avait pris à l'époque une image du lieu, mais cette fois depuis l'espace. L'image est tellement précise que l'on peut voir le rover. Alors essayez de le trouver. Je vous aide un tout petit peu. Vous l'avez vu? Eh bien, il est ici. Agrandissons un petit peu. On peut voir l'ombre du mât sur le sol martien, ainsi que les traces faites par ses roues. Impressionnant, non? Allez, continuons notre balade touristique sur la planète Mars. Regardons de plus près cette immense entaille dans le sol martien. Il s'agit du plus grand canyon de tout le système solaire. On l'a nommé
Valles Marineris. C'est un système de canyon qui s'étend sur près de 4000 km. La distance entre les plateaux et le plancher est proche de 10 km. Il s'agirait d'un énorme fossé d'effondrement, parfois large de 600 km. Et le beau palmarès de cette planète ne s'arrête pas là, puisqu'elle possède aussi la plus grande montagne du système solaire, Olympus Mons. Il s'agit en fait d'un énorme volcan. La lave s'est déversée pendant des centaines de millions d'années au même endroit et a créé un volcan de 600 km de diamètre, de quoi remplir une bonne partie de la France. Son sommet se situe à environ 22 km d'altitude, ce qui est bien plus grand que la plus haute montagne du monde, l'Everest, ou la plus grande sur Terre, le mont Mauna Kea. Et pour finir, je vais vous montrer dans quelques instants des images faites par le rover Curiosity, qui a atterri en 2012 dans un cratère de 150 km de diamètre. Ce cratère, nommé Gale, est très intéressant car il nous révèle un peu l'histoire de Mars. Grâce à l'étude des différentes couches de roches qui partent de la base du cratère pour arriver au sommet 5 km plus haut, on peut savoir ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Et voilà ce que nous révèlent les études faites sur Mars. Il y a plus de 3 milliards d'années, la planète a connu des périodes humides et sèches. Des cours d'eau alimentaient des lacs qui se créaient puis s'asséchaient, recouvrant à chaque fois les traces faites dans le passé. À présent, je vais vous montrer deux images du même lieu. L'une prise de l'espace pour bien se repérer. J'ai d'ailleurs placé des lettres pour localiser les lieux intéressants. Et puis la seconde image qui a été prise cette fois-ci au sol grâce à Curiosity. Juste avant de commencer, je tenais à remercier Alain Souchier, président de l'association Planète Mars, qui a vérifié la localisation de mes points sur les images. Ça a été vraiment un soulagement pour moi de vous proposer une visite guidée ayant fait l'objet d'une vérification. Le rover se trouvait le 16 mars 2016 au point B. Dans l'image qui va suivre, nous pourrons contempler les bords du cratère qui ressemblent à des montagnes, puis nous verrons deux cratères assez difficiles à voir au niveau du sol, puis un ancien lit de rivière qui s'apparentait plus à un torrent qu'à une petite rivière paisible, car on a relevé notamment des traces de courant assez forts, ainsi que la zone d'épanchement en forme de delta, c'est-à-dire la zone d'arrivée du torrent qui s'élargissait et réduisait peu à peu la puissance de son courant. Et enfin, nous finirons en contemplant le reste du cratère. Et voici cette superbe image du cratère vue de l'intérieur, si je puis dire. Le point A se trouve à 30 km du rover. Au premier plan, nous pouvons observer les dépôts aux aspects feuilletés de l'ancien lac. Un peu plus loin, le point C vous indique l'emplacement d'un cratère, qu'il est peut-être plus facile d'identifier quand on prend de la hauteur. Poursuivons notre balade jusqu'au prochain cratère que l'on devine derrière une colline. On arrive à l'identifier grâce notamment à un de ses rebords légèrement circulaires. Continuons jusqu'à un endroit tout à fait incroyable dans ce monde aride, les traces d'écoulement d'eau. C'est bien l'eau liquide qui a façonné ce relief. On devine le chemin qu'a emprunté la rivière jusqu'au lac qui devait se trouver au premier plan. Cette vue satellitaire dévoile parfaitement cet éventail alluvionnaire provenant de la vallée. La croix, ici, est le point d'atterrissage du rover. Grâce aux instruments scientifiques du rover, on a étudié les roches et on a trouvé que l'eau à l'époque, il y a plus de 3 milliards d'années, était neutre, c'est-à-dire ni acide ni basique, et qu'elle était très peu salée. Donc le cratère Gale contenait une eau propice à la vie. Mais attention, nous n'avons pas trouvé de traces organiques. Il n'y a pour le moment pas d'éléments prouvant l'existence d'une vie même fossile. Pour finir ce petit tour d'horizon, voici deux points remarquables qui permettent d'apprécier la taille imposante du cratère. Nous avons le point F qui se situe à 28 km et le dernier sommet qui commence à disparaître dans les lueurs matinales est à près de 45 km. Je trouve personnellement cette image tout à fait impressionnante. Rendez-vous compte, à la fois vous observez la planète Mars comme si vous y étiez, avec une finesse jamais atteinte auparavant. Mais en plus de ça, cela met en lumière toutes les capacités de l'être humain à réussir à élaborer, à produire
et à faire fonctionner une mission hyper complexe à des fins scientifiques. Eh bien, c'est ce genre d'image qui recharge mon optimisme et me fait dire que l'être humain est capable de grandes et belles choses. À présent, regardons en quelque sorte derrière nous, en direction du centre du cratère où se dresse le mont Sharp. Vous pouvez voir, grâce aux différentes couches sédimentaires, que le fond du cratère monta au fil du temps. Quant aux couches supérieures, tout là-haut, il s'agirait plutôt de dépôts éoliens, prouvant ainsi que Mars a fini par s'assécher et devenir un monde aride. C'est donc bien le vent qui a fini de façonner le paysage que nous connaissons. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car la découverte d'écoulements récents sur la planète laisse à penser qu'il y a encore de l'eau liquide fortement salée sur Mars. La recherche continue et de nombreuses découvertes restent encore à faire. Allez, on se quitte avec un beau coucher de soleil aux teintes bleutées typiques du ciel martien. Et c'est en contemplant ce splendide paysage extraterrestre que je vous souhaite de très belles observations et on se donne rendez-vous au mois d'août pour de nouvelles actualités du ciel étoilé.